Vous écoutez Histoire du trafic de drogue, épisode 3. En 1971, Richard Nixon lance la guerre contre les drogues. Partout aux États-Unis, les mêmes scènes se répètent. Arrestations massives, saisies, peine de prison. Les soldats de retour du Vietnam sont systématiquement testés et sevrés. Premier producteur mondial d'héroïne, la France est dans le viseur de Washington. La mafia corse, pilier de la French Connection, est une cible prioritaire. Pendant 20 ans, ces filières corses ont prospéré grâce à un déni. Vincent Nouzille, journaliste. Grâce à une impunité, grâce à des protections. Et là, Nixon tape du poing sur la table. En France, on compte les premiers morts par overdose. La drogue devient un enjeu de santé publique. Pour le président Pompidou, la pression de Nixon arrive à point. Les services secrets échappent à tout contrôle. Il est temps de nettoyer les réseaux. Grâce à l'aide des Américains, qui envoient des machines, des voitures, qui prêtent du matériel, qui financent des opérations, eh bien, on va pouvoir démanteler un certain nombre de trafics et on va pouvoir mettre la main sur des vrais laboratoires clandestins. Washington prête à Paris des agents de sa nouvelle police antidrogue, la DEA. Spécialisée dans le renseignement, la DEA collabore aux enquêtes françaises. En 5 ans à peine, 3000 trafiquants sont appréhendés. Quelques chimistes de la mafia corse prennent la fuite. La French Connection est démantelée. La guerre contre les drogues de Nixon a été en un sens un brillant succès. Alfred William McCoy, historien. Il a combiné la diplomatie au plus haut niveau et les activités répressives de la DEA pour concentrer toute la puissance des États-Unis contre les narcotiques. La première bataille est remportée. Mais au milieu des années 70, le marché des drogues explose partout dans le monde. La consommation atteint des niveaux encore jamais vus. Pour s'emparer de ce marché, une nouvelle génération de trafiquants va bâtir des organisations criminelles puissantes. On les appelle les barons de la drogue. À travers eux, se dessinent 4 stratégies de pouvoir qui vont transformer le trafic de drogue en une industrie mondialisée. Le crime organisé est le secteur le plus agile du monde. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Vous le réprimez, vous le pressurez, il s'adaptera simplement aux conditions existantes. Comme l'eau, il suit le chemin de moindre résistance et il contourne toujours les obstacles. Sur les cendres de l'ancien monde, le trafic se réorganise à une vitesse folle. Au Mexique, les paysans qui produisent pavot et marijuana depuis les années 20 sont les premiers à le comprendre. L'élimination de la French Connection Roland Enciso, historien. a été quelque chose d'incroyable pour les communautés paysannes. Le prix de l'opium a triplé, a quadruplé en seulement quelques mois. Dans les montagnes fertiles du Sinaloa, les champs de pavot se multiplient. La DEA, aux aguets, lance une gigantesque opération avec l'armée mexicaine. En 1976, Washington fournit de quoi déverser toutes sortes de pesticides sur les champs de pavot et de marijuana. Des villages entiers doivent migrer. Petits producteurs et contrebandiers sont emprisonnés. Les paysans qui ont survécu à la violence ont survécu en devenant de bien meilleurs négociateurs, en étant beaucoup plus innovants, que ce soit dans la manière dont ils font de la contrebande que dans les substances qu'ils trafiquent. Les rescapés de cette vaste opération déplacent leur production et vont s'organiser sous l'égide d'un trafiquant, issu lui aussi d'une famille pauvre du Sinaloa, Félix Gallardo. C'est un personnage très intéressant. C'est un ancien policier fédéral, donc il comprend bien les rouages de la police, ce qui est important pour tout trafiquant de drogue. Jérémy McDermott,
journaliste à Inside Crime en Colombie. Il a aussi été le garde du corps du gouverneur de Sinaloa. Donc, il comprend le monde politique. Et il comprend le monde du trafic de drogue. Avoir un pied dans ces trois mondes, c'est la recette du succès. Félix Gallardo s'installe dans la deuxième ville du Mexique, Guadalajara. En fédérant les producteurs et trafiquants les plus habiles, il va rafler la quasi-totalité du marché de l'héroïne et de la marijuana du pays. Le premier grand cartel mexicain est né. Le cartel de Guadalajara accumule rapidement une fortune colossale. Félix Gallardo devient membre du conseil d'administration d'une banque mexicaine. Frolan Enciso, historien. Et il blanchit massivement l'argent de ses trafics internationaux et de tous les membres de son groupe. Grâce à sa banque, Félix Gallardo réinvestit son argent dans des activités légales. Devenu un businessman respecté, il se fond avec délectation parmi la bonne société mexicaine. La répression lancée quelques années plus tôt n'a pas permis de freiner l'ascension du premier baron de la drogue mexicain. Pire, elle l'a même facilité. Plus il y a de répression des forces de l'ordre, et plus la sélection naturelle opère. Seuls les plus habiles survivent. Vanda Feldbach-Brown, spécialiste du crime organisé à la Brookings Institutions. Ce sont les trafiquants qui sont les plus doués pour échapper aux forces de l'ordre. Ceux qui surpassent leurs rivaux parce qu'ils sont plus intelligents ou plus agressifs. Ceux qui savent mieux que les autres corrompre au minimum les autorités locales qui restent sur le ring. Alors que le flot d'héroïne ne faiblit pas à destination du marché américain, une drogue refait surface du fin fond de la cordillère des Andes. La cocaïne. Au Pérou et en Bolivie, où la feuille de coca est utilisée depuis des siècles pour lutter contre la faim et l'altitude, la magie de la chimie opère. Au début des années 70, 1 gramme de coke vendu aux États-Unis rapporte $700. Extrêmement rare, la poudre blanche excite le monde de la finance, les loups de Wall Street, le quota de la jet set. C'est la drogue du capitalisme triomphant, la drogue de ceux qui ont tout réussi. Il y a même eu une couverture du Time Magazine, la drogue champagne. Voilà une drogue merveilleuse qui vous défonce et qui n'est pas addictive. Faux, totalement faux. Robert Cleve-Bonner, ancien administrateur de la Drug Enforcement Administration. Mais cela a eu des conséquences politiques. La DEA a reçu pour instruction de concentrer tous ses efforts d'investigation sur l'héroïne et de ne pas enquêter sur le trafic de cocaïne. La voie est libre pour exploiter ce marché à grande échelle. En Colombie, quelques criminels vont s'y atteler, sans rencontrer le moindre obstacle. Pays pauvre, la Colombie est un immense territoire de jungle et de montagnes qui échappe au contrôle de l'État. Les contrebandiers y sont rois. La Colombie est un pays très libertaire dans sa tradition, où les gens rejettent la concentration du pouvoir de manière naturelle et instinctive. César Gaviria, ancien président de la Colombie de 90 à 94. On ne peut que constater le rejet que suscite l'autorité. Toute forme d'autorité est rejetée. Dès le début des années 70, des trafiquants colombiens achètent de la cocaïne en Bolivie et au Pérou et l'acheminent aux États-Unis. L'engouement sur le marché américain leur rapporte des liquidités folles. À Medellín, un jeune contrebandier convainc d'autres criminels de changer d'échelle. Ensemble, ils vont intensifier les livraisons et rafler le marché de la cocaïne. C'est la naissance du cartel de Medellín. Pablo Escobar était le grand exécutant. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Tous les trafiquants devaient lui verser un pourcentage. Il leur fournissait toute une série de services en échange. D'abord, il garantissait les livraisons. Il rassemblait les chargements de différents trafiquants. Il s'assurait que tout soit livré aux États-Unis. Si une cargaison était perdue, il la remboursait. Il n'a pas inventé le trafic de cocaïne, il l'a industrialisé, jusqu'à lui faire atteindre une échelle immense.
Le cartel de Medellín s'offre une flottille d'avions et déverse des tonnes de cocaïne dans le sud de la Floride. À Miami, la concurrence entre dealers fait rage. L'Amérique découvre la face sanglante de la cocaïne. Saisie par l'ampleur de la violence, la DEA identifie le problème colombien. En 1979, le président Jimmy Carter impose à la Colombie un traité d'extradition. Tout trafiquant arrêté par la police colombienne sera jugé et emprisonné aux États-Unis. Escobar comprend la menace. Pour empêcher le Parlement de ratifier l'accord, il arrose massivement la classe politique colombienne. Mais il veut plus de garanties. En 1982, à 33 ans, Pablo Escobar entre en politique. Se présentant comme un riche homme d'affaires, il est élu député suppléant au Congrès colombien. À partir de là, l'argent n'est plus son seul objectif. Il commence à penser au contrôle du territoire et au pouvoir. Gustavo Duncan, politologue colombien. Au pouvoir comme objectif. C'est que derrière ce monsieur qui possédait l'un des plus grands business de la drogue au monde, il y avait un assassin. Maria Jimena Duzan, journaliste colombienne. Mais aussi un homme qui voulait prendre le pouvoir. Il voulait devenir président de ce pays. Infiltré au cœur de la démocratie colombienne, Pablo Escobar parvient à bloquer l'accord d'extradition. Aux États-Unis, personne n'imagine que ce jeune député est l'homme qui a fait de la cocaïne une puissante industrie. L'industrialisation du trafic de drogue est aussi en cours sur le continent asiatique. Avec la fin de la guerre du Vietnam et le départ des GIs, la Thaïlande est seule dans un océan communiste. Le royaume redoute les incursions sur son territoire. Un jeune chef de guerre va tirer profit de cette nouvelle donne politique. Il se fait appeler Kun Sa, le prince de la prospérité. Kun Sa est un personnage incroyable. Alfred William McCoy, historien. Le genre de personne qui aurait pu avoir une vie de marchand sans importance, de paysan ou de petits commerçants, et qui devient un homme d'une puissance extraordinaire. Né en Birmanie, formé à la guerre dès son plus jeune âge, un temps milicien à la solde de la sanguinaire dictature birmane, Kun Sa fonde sa propre armée grâce au trafic d'opium. Bientôt à la tête de 2000 hommes en armes, il traverse la frontière et vend ses services au pouvoir thaïlandais. Il savait très bien sentir où réside le pouvoir et comment en retirer le maximum d'avantages. Des armes, l'immunité, le droit de trafiquer. Le royaume de Thaïlande accueille Kun Sa à bras ouverts. Avec ses hommes en armes, il protégera la frontière thaïlandaise des agressions communistes. En échange, le prince de la prospérité a carte blanche pour ses trafics. Ces caravanes d'opium circulent d'une frontière à l'autre. Donc le commandement suprême de l'armée thaïlandaise leur a fourni un camp de base, les a protégés et évidemment a perçu une partie de leurs profits. Kun Sa a bâti un très grand laboratoire d'héroïne et est devenu un puissant baron de la drogue. Kun Sa est repéré par la DEA. Mais la Thaïlande refuse de livrer son précieux allié à Washington. Face à cette impasse, des membres du Congrès américain tentent une nouvelle approche. L'un de leurs émissaires va négocier avec Kun Sa sous le regard du documentariste britannique Adrian Cowell. Dans ce jeu diplomatique, Kun Sa ne se présente pas comme un trafiquant, mais comme le défenseur de son peuple, les Shan, violemment réprimés en Birmanie. L'État Shan est aussi la principale zone de production d'opium du Triangle d'Or, une région convoitée en guerre perpétuelle. Au sein de son armée, il y avait bien sûr des gens qui se battaient sincèrement pour la cause des Shan, mais aussi beaucoup d'autres qui avaient des objectifs économiques. Tom Kramer, politologue au Transnational Institute en Birmanie. Et Kun Sa était très fin dans la manière dont il jouait de ses groupes au sein de son armée.
disant publiquement qu'il se battait pour les droits des Shan et en même temps tirant un maximum de profit du trafic de drogue. Il était très fort à ce jeu-là. Kunsa assure qu'il a le pouvoir de rassembler toute la production d'opium de l'État Shan pour la remettre aux États-Unis en échange de plusieurs millions de dollars afin d'aider son peuple. Le projet remonte jusqu'à la Maison-Blanche, mais Washington préfère la manière forte. Pour éradiquer l'opium du Triangle d'Or, les États-Unis arment le pouvoir birman et ses généraux sanguinaires. Les hélicoptères américains ne détruiront aucun champ d'opium. Ils s'abattront sur les minorités entrées en rébellion. Le prince de la prospérité peut poursuivre son ascension. L'opium alimente toujours ses laboratoires. Protégé en Thaïlande, le trafiquant augmente sa production et se fait désormais appeler le roi de l'héroïne. Au même moment, en Europe. Au milieu des années 70, quelques riches mafieux de Cosa Nostra récupèrent les chimistes de la French Connection. Surnommés les parrains de Palerme, ils font venir l'opium du Moyen-Orient et implantent des laboratoires sur la côte sicilienne. Les parrains de Palerme créent un réseau de distribution aux États-Unis dans des pizzerias de la région de New York, bientôt baptisée par le FBI la Pizza Connection. Très vite, les sommes en jeu deviennent astronomiques. En Sicile, les banques sont incapables d'éponger tout le cash généré par le trafic. Localement, vous avez une explosion du système bancaire. Clotilde Champérache, économiste du crime organisé. Et puis évidemment, une partie de cet argent va migrer vers des pays accueillants et respectant le secret bancaire, la Suisse aussi, et tout un système d'encastrement, de brouillage des pistes. On a mis en place, depuis le début du XXe siècle, un système financier parallèle pour échapper à toutes les législations fiscales des États. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Et les mafias se rendent compte, quand elles commencent à avoir beaucoup d'argent, que ce système est magnifique parce qu'ils peuvent l'utiliser. Ce ne sont pas les mafias qui ont créé ce système. C'est le système capitaliste, financier. Tout est fait, tout est organisé pour que tout reste secret. Sur l'île, les nouveaux riches de la mafia exhibent outrageusement leurs voitures de luxe, leurs yachts privés. Les autres familles mafieuses qui ne profitent pas de ce butin colossal sont excédées. Les parrains de Palerme s'en moquent. Ils ont à leur côté des hommes de main redoutables. Issu du petit village de Corleone, leur chef, Totorina, est le plus sanguinaire de tous les tueurs jamais recrutés par Cosa Nostra. Pour Rina, tuer un homme était aussi anodin que d'allumer une cigarette. Giuseppe Ayala, magistrat. Quand quelque chose ne tournait pas rond, il disait « on tue ». Personne n'allait contre la volonté de Rina, parce que s'il le faisait, il savait qu'il ne rentrerait pas à la maison pour dîner. Les parrains de Palerme n'ont vu chez Rina qu'un psychopathe sans cerveau. Mais au lieu de liquider les familles fâchées avec l'organisation, Totorina les rassemble et souffle sur les braises. Les différents clans lui offrent des tueurs par dizaines. En avril 1981, éclate ce qui a été appelé, à tort, la guerre de la mafia. En réalité, ce n'était pas une guerre, car une guerre suppose qu'il y ait deux armées qui s'affrontent et que la plus forte gagne. Ici, il n'y avait qu'une armée, celle de Rina. C'était une liquidation. Ils tuaient des gens dans la rue, ils jetaient des cadavres devant les commissariats, ils procédaient à des exécutions spectaculaires. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Alors que généralement, les mafieux, dans la vieille tradition sicilienne, ils utilisaient ce qu'on appelle la lupara bianca, c'est-à-dire le meurtre sans cadavre. Pour que justement persiste le doute, mais non, il n'est pas mort, je l'ai vu qui partait aux États-Unis. Totorina laisse dans son sillage plus de 2000 cadavres et prend la tête de Cosa Nostra. Sous son règne, étourdie par les sommes folles que lui rapporte l'héroïne, la mafia sicilienne fait sauter les dernières digues. En 1982, le député communiste Pio La Torre soumet un projet de loi anti-mafia au Parlement. Quelques semaines plus tard, il est assassiné. Dans la phase précédente,
Quand tout se faisait dans la clandestinité, quand les projecteurs étaient éteints, on va dire qu'une bonne partie de l'État regardait ailleurs, pour utiliser un euphémisme. Giuseppe Ayala, magistrat. Grâce à Rina, grâce entre guillemets, on ne pouvait plus se permettre de regarder ailleurs. Il fallait envoyer un signal fort et montrer que l'État était présent et qu'il répondait. Le lendemain de la mort du député communiste, un nouveau préfet est nommé en Sicile. Un homme connu pour sa lutte contre le terrorisme, le général Dalla Chiesa, assassiné à son tour. Toto Riina, à partir des années 80, il est pris d'une sorte d'hubris. Il pense qu'il peut devenir le boss de tous les boss, mais en plus, il a cette idée complètement folle qu'il est capable de rivaliser avec l'État, voire même de dire, on lui prête ce mot, en Sicile, l'État c'est moi. La violence saisit d'effroi toute la classe politique, y compris les plus corrompus. Le Parlement adopte la loi du député communiste assassiné. Le mot « mafia » fait son apparition dans le code pénal italien. L'ennemi est identifié. Les premiers laboratoires sont démantelés. Des dizaines de petits mafieux sont arrêtés, mais il en faut plus pour déstabiliser l'organisation. La poudre de Cosa Nostra inonde New York. En 1982, la ville concentre la moitié des usagers d'héroïne du pays, 200 000 toxicomanes. Pour le président Reagan, le défi de la drogue dépasse celui qu'affrontait Nixon. À l'héroïne s'ajoute une nouvelle épidémie. Le pays compte plus de 10 millions de consommateurs de cocaïne. Le président mobilise toutes les forces spéciales en Floride. Pour le cartel de Medellín, les pertes sont sévères. Escobar se rend à l'évidence, il faut trouver d'autres routes. Voilà comment, en 1984, quelque part au Mexique, le cartel de Medellín rencontre le cartel de Guadalajara. Les Colombiens se sont dit, si nous ne transportons pas la drogue nous-mêmes aux États-Unis, peut-être que la DEA ne nous traquera pas. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Si nous la vendons aux Mexicains, la DEA ne pourchassera que les Mexicains. Ce qui est évidemment assez bancal, puisque si vous êtes impliqué à n'importe quel niveau de la chaîne du trafic, vous êtes passible de poursuite. Il s'allie avec les Colombiens pour transporter la cocaïne et leur offre le meilleur atout que possède le Mexique pour le narcotrafic, qui est la frontière avec les États-Unis, qui est impossible à contrôler. Gustavo Duncan, politologue colombien. Et les Colombiens leur ont dit, nous avons besoin que vous transportiez des tonnes et des tonnes de cocaïne. Les trafiquants mexicains tiennent toutes leurs promesses. Des tonnes de cocaïne passent la frontière vers les États-Unis. Le cartel de Guadalajara devient tout puissant. À l'automne 1984, la DEA n'a pas encore saisi le tournant majeur qui vient de s'opérer. L'un de ses agents, Enrique Camarena, découvre une plantation gigantesque de marijuana, des centaines d'hectares immédiatement détruits. Quelques mois plus tard, l'agent de la DEA, Enrique Camarena, disparaît. On ne savait pas ce qui était arrivé à notre agent, ce qui était arrivé à l'agent Camarena. Nous ne savions pas et nous ne parvenions pas à obtenir une réponse claire du gouvernement mexicain. Robert Cleve-Bonner, ancien administrateur de la Drug Enforcement Administration. Et c'est là que nous avons fermé la frontière. Le gouvernement mexicain a alors dit aux trafiquants qu'il fallait rendre le corps, parce qu'ils savaient qu'il était mort. Le corps atrocement mutilé d'Enrique Camarena réapparaît. On découvrira plus tard que l'agent spécial a été kidnappé par la police avec la complicité des services secrets mexicains et remis au cartel de Guadalajara. Les principaux associés de Gallardo seront arrêtés. Le baron, lui, plonge dans la clandestinité. Ce que l'enquête a révélé, c'est le très haut degré de corruption au Mexique, à un niveau qui n'avait jamais été exposé au grand jour jusqu'ici. Cela a dévoilé la corruption massive des services secrets et des agents du renseignement. Roland Enciso, historien. Et cette évidence, c'était eux les véritables capots.
C'était eux qui déterminaient quel trafiquant de drogue régnerait sur quel territoire. Et ils s'octroyaient des sommes immenses issues du trafic. On dit que cet argent remontait jusqu'au ministère de l'Intérieur. L'enquête de la DEA étale au grand jour le secret le mieux gardé du système politique mexicain. Le parti unique, le PRI, qui s'impose dans les années 30, maintient son emprise en racketant toutes les activités économiques, légales et illégales. Et lorsque le trafic de drogue s'enracine au Mexique, le pays devient un narco-État. Beaucoup de gens disent que le narcotrafic a pénétré le gouvernement mexicain. Je ne pense pas que le gouvernement mexicain ait été pénétré par quoi que ce soit. Le narcotrafic mexicain, la contrebande de drogue, fait partie intégrante du système. Les hommes qui gèrent le trafic au Mexique, en fin de compte, l'État leur propose un deal. Gustavo Duncan, politologue colombien. Associez-vous au PRI et nous veillerons sur vos intérêts. Une offre impossible à refuser. S'ils ne l'acceptaient pas, l'État les écrasait. En Colombie, la vérité éclate au grand jour au même moment. En 1984, le nouveau ministre de la Justice, Rodrigo Lara, va trouver le courage de démasquer Pablo Escobar. Devant les députés, Rodrigo Lara accuse publiquement Pablo Escobar d'être un narcotrafiquant. Trop sûr de lui, Escobar a oublié un détail. Une petite affaire remonte à la surface. Un journaliste du grand quotidien El Espectador retrouve dans les archives de sa rédaction un article de 1976. Le jeune Pablo Escobar interpellé en possession de 19 kilos de cocaïne. Pour la première fois, nous avions trouvé la preuve que Pablo Escobar, à qui personne ne pouvait rien dire parce qu'il n'y avait pas de preuves, était profondément impliqué dans le narcotrafic. Maria Jimena Duzan, journaliste colombienne. Dans un acte surprenant, le Congrès lui a retiré son immunité parlementaire et Pablo Escobar est entré en clandestinité. Il ne sera plus jamais un homme politique officiel, ni un narcotrafiquant officiel. Le ministre Rodrigo Lara part en croisade. Il bloque les avions d'Escobar et détruit ses laboratoires installés dans la jungle. Il s'est lancé dans une course suicidaire contre Escobar. César Gaviria, ancien président de la Colombie de 90 à 94. Il a signé son arrêt de mort. Le 30 avril 1984, à Bogota, Rodrigo Lara est abattu par un adolescent, tueur du cartel de Medellín. C'est une déclaration de guerre. Le président colombien riposte. Le traité d'extradition voulu par Washington est ratifié. Pablo Escobar se retranche à Medellín, protégé par la population, pour qui il a fait construire logements, écoles et stades de foot. Escobar recrute une armée de 2000 adolescents. Ces sicaires liquident tous ceux qui menacent le règne de Pablo Escobar. Journalistes, juges, policiers, hommes politiques. Malgré le danger, la justice accumule les preuves pour extrader le patron du cartel de Medellín. En 1985, Escobar pactise avec une guérilla marxiste, le M19, qui prend d'assaut le palais de justice de Bogota. Le dossier de Pablo Escobar est détruit. Après 2 jours de combat, le palais de justice est consumé par les flammes. Vous venez d'écouter Histoire du trafic de drogue. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Histoire du trafic de drogue est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Yami 2, écrit et réalisé par Julie Lerat et Christophe Bouquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.